Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Soyez le ou la bienvenue. Je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste, naturopathe, formatrice et spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre comment appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous donne de la complexité encore, parce que c'est un sujet qui, pendant un bon moment, la communauté scientifique ne croyait pas. Disait non, ça n'existe pas, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a beaucoup d'articles scientifiques qui vont traiter des causes multiples des allergies alimentaires non mesurées par les IgE. Et là, je dis bien non mesurées par les IgE. Ce sujet, allergie alimentaire, il fait partie de deux nœuds. Il fait partie du nœud, évidemment, assimilation, qui est le tractus gastro-intestinal, évidemment, mais il fait surtout partie du nœud qu'on appelle défense et réparation, qui est le nœud de notre système immunitaire. Le sujet allergie alimentaire fait partie des deux nœuds biologiques de la matrice de la nutrition fonctionnelle. Les nœuds assimilation et les nœuds défense et réparation. Alors, comme je vous ai dit, on va discuter des intolérances alimentaires qui ne sont pas médiées par les IgG, les causes multiples des allergies alimentaires. Là, je vous dis de suite que c'est un thème qui est directement lié à la thyroïde, pas que à la thyroïde, c'est lié à tous les nœuds, parce que vous ne pouvez pas avancer dans la vitalité positive et dans le traitement de votre client ou de votre patient si vous n'avez pas travaillé ou si vous ne savez pas travailler avec les intolérances alimentaires. Et je vous dis tout de suite, c'est un sujet un peu compliqué. Alors, pour ce sujet-là, on a besoin vraiment de connaissances de base fondamentales de la nutrition fonctionnelle. On a besoin de connaître les immunoglobulines. On a besoin de connaître les structures des immunoglobulines. Là, on a IgG, IgD, IgE, IgM. Vous voyez, c'est un pentamère. Mère, ça veut dire morceau, de 5 morceaux. Regardez cette IgA qui est un dimère extrêmement important parce qu'elle est une guetteuse, elle va rester au niveau de la muqueuse. Et vous devrez comprendre comment une IgA part dedans et va là dans la muqueuse. Ça, c'est très intéressant. Ici, on a les IgG, vous voyez, constitués d'oligosaccharides. Et tout ça, c'est rien d'autre, ces immunoglobulines, que des anticorps. Des anticorps qui sont des molécules protéinées, mais avec aussi des oligosaccharides, des structures des oligosaccharides qui sont produites par les cellules B. Qui sont les cellules B? Les cellules, les lymphocytes B, qui fait partie de l'immunité innée. Vous allez apprendre la différence entre récepteurs de cellules B, qui est très proche de ces immunoglobulines. Sauf que le récepteur de cellules B, il est attaché à la membrane de lymphocyte B. En tant que là, non, on va avoir une production qui va être libérée. Et on a les IgE. Je voudrais parler des IgE parce que le titre de notre sujet est les causes multiples, les IgE qui sont là. Les causes multiples. Vous voyez ce petit point là? Ça sont les oligosaccharides. Vous voyez par exemple que les IgE ont beaucoup plus d'oligosaccharides que les IgG. Vous voyez? Donc, enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est que les IgE vont faire la médiation des réponses aux allergènes par l'activation des mastocytes. Ce n'est pas du tout ce qu'on va parler maintenant. On va parler des IgG qui font en médiation d'ailleurs d'un processus qui s'appelle opsonisation des bactéries. Mais ça, c'est un sujet de signalisation phagocytaire beaucoup plus complexe que vous pouvez imaginer et ce n'est pas notre sujet
aujourd'hui de donner un cours sur l'immunité. Mais il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas intervenir dans l'alimentation de votre patient IgG en train de faire un petit examen là des IgG et dire à la personne, vous êtes interdit de manger ça, ça, ça. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire, par exemple, un test d'intolérance alimentaire, vous pouvez parfois remarquer qu'il y a beaucoup de zones qui sont des zones sensibles, mais que ça fait partie parfois des intolérances, que ce n'est pas une intolérance. C'est notre système immunitaire physiologique qui nous défend un petit peu. Et donc, les gens pensent qu'ils sont intolérants. Et ils ne sont pas. Donc, on dit que ce type d'intolérance, on peut dire que ce sont des allergies alimentaires, mais on dit allergie retardée. Le mot retardé est fondamental parce que tout est protéine. Allergie, on a à protéine. On n'a pas allergie à lactose. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lactose est un glucide. Ça finit par ose. On a intolérance au lactose. Allergie, c'est seulement protéine. Et on a des allergies médiées par les IgE, que tout le monde connaît, que ça va gratter, que la personne peut avoir un édème de Quincke. Mais il y a aussi les IgG médiés par IgG. Et on a IgG alpha, et on a IgG bêta. Donc, la chose est complexe. Ici, je vais vous montrer les manifestations cliniques. Là, on va parler de quoi? Signes et symptômes. Que vous allez dire, peut-être cette personne a des intolérances alimentaires. Il faut comprendre que quand une personne a des hypersensibilités alimentaires tardives, regardez les titres, hypersensibilité alimentaire tardive. Normalement, ça peut être associé à une hyperperméabilité intestinale. D'accord? Une fois que l'hyperperméabilité intestinale est résolue, la personne, elle ne sera pas autant hypersensible à cet aliment-là. Alors, quelles sont les manifestations cliniques? Il y a des manifestations cutanées, gastro-intestinales, manifestations au niveau du système nerveux, manifestations respiratoires et d'autres manifestations. Donc, vous remarquez bien qu'on va toucher différents nœuds biologiques. Et donc, on va commencer par cette manifestation cutanée. Donc, vous comprenez qu'on va toucher plusieurs nœuds. On commence par les manifestations cutanées. Ces manifestations cutanées, il y a beaucoup d'expressions de manifestations cutanées. Là, je vais commencer par ces deux-là. Dermatite atopique, dermatite de contact avec les protéines. Maintenant, j'arrête tout le monde parce que est-ce que vous êtes dermatologue? S'il y a un dermatologue, tant mieux. Tant mieux. Donc, ce n'est pas à nous de définir la dermatite, les types de dermatite. Le patient va donner en tant que signe et symptôme dermatite de contact, dermatite. Ce n'est pas à nous de faire. En plus, vous savez que dermatologie, c'est un des sujets les plus complexes et difficiles qui existent au niveau de médecine. C'est difficile, il faut avoir beaucoup d'expérience, il faut savoir bien reconnaître comment se manifeste l'allergie pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est pas ça notre travail. Comme je vous ai dit, notre travail, c'est la santé. Donc, une personne qui a dermatite atopique, mon travail, c'est d'aller à la cause. Et une des manifestations par rapport à la sensibilité ou hypersensibilité alimentaire est la dermatite atopique, est la dermatite de contact. Et qui dit ça? Moi, absolument pas. Regardez ici. Skin, peau, atopic dermatitis, protein contact dermatitis. Et a immunopathologie explique, c'est fait médié par cellules T, lymphocytes T, avec ou sans l'envolvement des IgE. Et regardez la caractéristique.
elle est retardée, réaction tardive, delay type reaction, more than 24 hours after food ingestion. Donc, réaction tardive, mais qui peut même avoir, là, des IgE. Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que cette réaction est du type retardé que je suis en train de parler. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Manifestation cutanée. 10% de patients qui ont la dermatite atopique, ça là, on voit ça partout tout le temps. Regardez, travaux scientifiques. Chemical Immunology Allergy. C'est pas rien. D'accord? Je ne prends pas des articles qui n'ont pas de référence importante. 10% des patients de dermatite atopique ont des réactions alimentaires retardées. Je vais vous dire quelque chose. Dans mon expérience clinique, là, il dit 10% de patients atteints de dermatite ont cette question de la manifestation cutanée. Moi, je vous dis franchement, dans mon cabinet, c'est beaucoup plus que 10%. Expérience clinique, beaucoup plus que 10%. J'avais un patient qui est venu avec une dermatite, il prenait un shampoing spécial, il avait des croûtes sur le cuir chevelu, il était mince comme tout, et il grattait, et il mettait des produits pour baisser son immunité au niveau du cuir chevelu. Il avait déjà passé, je ne vous mens pas, par 3 ou 4 dermatologues. Je l'ai mis dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. J'ai vu son histoire. Il était cuisiné. J'ai vu tout ce qu'il mangeait. Ce monsieur, comme il était cuisiné, il pouvait choisir ce qu'il mangeait, mais il était aussi presque un athlète. Il courait beaucoup et il mangeait des oléagineuses comme un fou. Bon, moi, je vais vous montrer après comment on va penser à la manifestation des allergies alimentaires. Ce n'est pas tous les signes et symptômes, vous dites allergie alimentaire. Non, je vais vous expliquer après. Vous allez voir. Mais enfin, j'ai fait l'examen des IgG que je pouvais peut-être même pas faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de fruits secs. J'ai enlevé complètement les fruits secs. Je n'ai pas enlevé le gluten, parce que c'était absurde. Pour lui, non. Il était dans son alimentation saine. Alimentation saine dans sa tête, comme je vous ai dit. Il n'y a pas d'alimentation saine. Il y a d'alimentation adaptée à chaque personne selon la biochimie personnalisée. On ne parle plus d'alimentation saine, on ne parle pas d'alimentation équilibrée, on ne parle pas ce type de terminologie parce que l'alimentation, elle doit être adaptée à chaque personne. Enfin, j'ai éliminé ça. Le problème du cuir chevelu a complètement disparu. Il ne croyait pas ses yeux. Il a dit, mais c'est pas possible, ça fait 3 ans que j'ai ça. Et là, vous voyez quelque chose de simple qu'on peut régler. Mais j'étais vraiment hyper contente pour lui. Vraiment. Et sa femme est venue après. Elle m'a même appelée en disant, comment vous avez fait? Vous êtes magicienne? Pas du tout. J'ai mis le patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, tout simplement. Alors, on avait dit qu'en termes de manifestations cutanées, on a déjà vu dermatite atopique, dermatite de contact avec les protéines, mais on n'a pas fini. Parce que je le sais, le plus courant pour maintenant, urticaire, eczéma et dermatite allergique. Les enfants ont beaucoup ça. Urticaire, eczéma. Mon petit-fils, il avait ça. Il grattait partout. Et donc, ici, on a un article qui on est déjà là à 5 réactions cutanées. Hein? Dermatite atopique, dermatite de contact avec les protéines. Et n'allez pas me demander, Elisa, dermatite avec des contacts avec les protéines, c'est clair. Mais urticaire, comment vous faites la différence? Je fais la différence de rien du tout. C'est pas moi qui fais le diagnostic. Mais si la personne a une dermatite, ça veut dire quoi? Une inflammation au niveau de la peau. À partir de là, je peux réfléchir. On n'est pas censé d'étudier de maladies et de savoir faire des diagnostics de maladies. Moi, je ne suis pas censée et je ne veux pas faire.
Même en tant que dentiste, je ne fais pas. On peut avoir, évidemment, avec notre expérience, on peut avoir suspicion. Bah, on va envoyer un médecin pour confirmer. D'accord? C'est pour ça que les médecins sont là. Et là, regardez bien, parce que tout ce que je dis, j'aime bien montrer. Et je répète, nous ne sommes pas des dermatologues. D'accord? Nous ne sommes pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est que parfois, les dermatologues ne donnent pas de solution. Et la personne est là, des eczémas, des eczémas. Et là, qu'est-ce que les gens vont faire? Ah, c'est la tête. C'est la tête, c'est le stress. Oui, mais moi, par exemple, je suis stressée et je n'ai pas d'eczéma. Et donc, il y a d'autres causes. Et la cause qu'on est en train de traiter, c'est celle-là. C'est celle-là. Regardez ça. Urticaire, eczéma et dermatite allergique. Regardez le nombre de personnes parmi les patients. Écoutez-moi. Parmi les patients qui ont eczéma, non mais vous vous rendez compte de l'importance de cette formation. Parmi les patients qui ont de l'eczéma, 67% présentent des réactions alimentaires, des allergies alimentaires retardées. 67%. C'est énorme. Plus que la moitié. Vous comprenez? Et eczéma, 67. Urticaire, 63. Et allergie de dermatite, 68. C'est pas moi qui dis ça. Healthy subjects. Personnes saines. Voyez la quantité? C'est énorme. Seulement, si vous regardez là, oh, regardez, seulement 5% des individus sains ont présenté des allergies alimentaires. Je répète, seulement 100% des individus qui ont dans la matrice fonctionnelle, tout va bien. 5% présentent ce problème-là. Et là, on va rentrer dans la question de terrain, dans la question des SNPs, qui est 5%. Le reste, tout le reste, vont présenter des réactions alimentaires parce que tout est déséquilibré. Si vous ne mettez pas votre patient dans la matrice, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous n'arrivez pas. Voilà. Healthy subjects, sujet 105%. Alors, on va parler maintenant de la prévalence de l'intolérance alimentaire médiée par les IgG chez les patients présentant des symptômes allergiques. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer cette étude-là. C'est une autre étude. Vous avez une autre étude qui va présenter ici les aliments qu'ils ont testés. Vous voyez, cola nut, c'est pas cola de Coca-Cola, hein? C'est un type de noix. Vous avez le blé que vous connaissez bien. Vous avez le maïs. Vous avez le blanc d'œuf. Cette étude-là, il a utilisé ça. Avec qui? 49 patients du sexe féminin, 22 patients du sexe masculin. Donc, pour faire simple, 49 femmes et 22 hommes. Et donc, l'âge de ce gens-là était en moyenne de 38,8. Patients présentant des symptômes allergiques sans preuve d'allergie en laboratoire. 85,7% avaient urticaire. Et 11,4% avaient asthme. Vous voyez que là, on mélange avec problème respiratoire. Asthme. Asthme. Vous avez compris cet article? Il va prendre des hommes, des femmes avec cet âge-là et qui présentent urticaire et asthme. 85,7% présentaient de l'asthme. Vous avez compris la situation là. Et donc, ils ont essayé tous ces aliments-là. Les noix de cola, une graine, hein, cette noix de cola, comme c'est originaire de l'Afrique, cette noix de cola. Mais ils ont essayé, ils ont fait d'expériences avec des aliments qu'on a tout à fait l'habitude. Là, les maïs, les blés, le blanc d'œuf, pistache,
lait, gliadine. On connaît tout ça, n'est-ce pas? Noix de cola, 80,3%. Ils ont trouvé dans ce genre-là des intolérances à 80,3% de noix de cola. Levure de bière qui ont sous poudre sur les salades, 80%. Je vais arrondir. Les blés. Alors, vous voyez, les blés, c'est le problème du gluten, mais c'est le problème de gliadine. Gluten, gliadine, il va falloir étudier ça parce que vous mélangez aussi des choses. Donc, petits pois, maïs, blanc d'œuf, lait de vache. Vous voyez, le lait de vache, la moitié a été sensibilisée par le lait de vache. Parce que le lait de vache, ce n'est pas le lactose que les gens ont sensibilité. C'est la caséine, c'est la protéine du lait de vache. C'est ça. Il y a eu beaucoup de modifications au niveau du lait de vache. Parce que la vache, elle prend beaucoup d'antibiotiques. On sait tout ça. On sait tout ça. Mais il ne faut pas non plus persécuter les aliments. Vous voyez, moi, je ne fais pas ça. Donc, manifestation extra-intestinale de la sensibilité au gluten non cœliaque. Non cœliaque. Parce que maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui va avoir une répercussion directe, thyroïde, hypothyroïdie et maladie cœliaque. Je vais vous présenter un cas clinique. Vous allez voir, de Madame N. Ça, c'est le titre de l'article. Vous vous rendez compte? Manifestation extra-intestinale de la sensibilité au gluten non cœliaque. Un paradigme, un modèle d'étude en expansion. Donc, on a de plus en plus de problèmes avec des sensibilités au gluten non cœliaque. Mais il faut faire attention. Je vais vous montrer ici. En effet, il a été démontré qu'une activation sélective d'immunité innée peut être le déclencheur de la réponse immunitaire inflammatoire de maladies non cœliaques. Je vais vous montrer les conclusions. Mais ici, vous allez voir quelles sont les manifestations de signes et de symptômes pour quelqu'un qui n'a pas la maladie cœliaque, mais qui est sensible, intolérance alimentaire médiée par l'IgG tardive. Donc, je vous montre quelles sont les manifestations. Maladie de peau. Je ne vais pas faire la liste. Troubles fonctionnels. Regardez, fibromyalgie, syndrome du côlon irritable. Ça, c'est au niveau intestinal. Mais fibromyalgie, non. Dermatite, non plus. Anémie, ostéoporose. D'autres, poils incarnés. Ce n'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Syndrome de tachycardie posturale. Tout ça parce que la personne a une sensibilité au gluten. Est-ce que tout le monde a une sensibilité au gluten? Pas du tout. S'il vous plaît. Alors, les données de la littérature sur les manifestations extra-intestinales suggèrent à la sensibilité au gluten non cœliaque. Sensibilité gluten non cœliaque. Attendez. Sensibilité gluten non cœliaque. Suggère fortement que cette affection pourrait avoir une implication systémique, similaire à la maladie cœliaque. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que les signes et symptômes, parfois, d'un patient cœliaque va avoir aussi le même signe et symptômes, évidemment plus faible, dans un patient sensible au gluten non cœliaque. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que tout ça là a une classification de Oxford. Cette classification, elle va donner une classification de preuves pour dire si la preuve est sérieuse ou pas. Et, comme j'aime pas vous mentir, regardez ces classifications-là. Classification des preuves de Oxford, 4. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à prouver. Mais, ça peut mettre déjà le puce à l'oreille. 4, ça veut dire que le niveau des preuves est faible.
Mais je voudrais quand même vous montrer quelque chose. Manifestations neurologiques, manque de bien-être, fatigue, tout ça sont des manifestations par rapport à notre personne qui sont sensibles au gluten. Manifestations psychiatriques, dépression, anxiété, c'est pas moi qui dis. Un C, c'est déjà mieux. Maladie auto-immune. Chagrin, la personne est sèche, les muqueuses sont sèches, les yeux, elle ne pleure pas, elle n'a pas la larme, n'est-ce pas? Psoriasis, thyroïdite auto-immune, on parle de qui? Hashimoto. Sclérodermie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis là, exactement ça. Maladie auto-immune et maladie rhumatologique. Parce qu'il y a une forte patient avec PA, polyarthrite rhumatoïde. Regardez sa thyroïde. Regardez sa thyroïde. Regardez sa thyroïde. Vous voyez, psoriasis, thyroïdite, polyarthrite, tout ça est lié au gluten. Tout ça peut être lié à la sensibilité au gluten non cœliaque. Et quand la personne a cœliaque, regardez la thyroïde, ça c'est sûr. Thyroïdie, classification Oxford 2B. Étude des cohortes initiales individuelles avec plus de 80% de suivi. Pas mal, pas mal. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai mis ici. La classification de Oxford, exemple, tout ce qui est 4 là, c'est loin d'être prouvé. 2B montre qu'il y a déjà des patients avec des suivis individualisés à plus de 80% de suivi. C'est fort ça. Alors, je ne veux pas passer la nuit, mais je vais vous montrer les suspicions de réaction au gluten non cœliaque. Et là, je vous donne pour commencer les pourcentages. Suspicion et là-haut, clinical nutrition. Je fais que traduire tout ça et mettre là. C'est pas moi qui dis tout ce pourcentage. C'est pas moi. Et vous voyez que c'est un travail de 2015. On a d'autres. On a beaucoup d'autres. Il n'y a rien que je parle que c'est mon avis. Tout est fondé sur la médecine systématique avec des preuves que vous avez besoin et que vous croyez. Double, aveugle, tout ça. Parfois non. Et quand c'est non, je vous dis. 68% de douleurs abdominales, 40% d'eczéma ou éruption cutanée, 35% de maux de tête, confusion mentale. Ça veut dire que les gens qui ont de l'anémie, de la douleur abdominale, de l'eczéma, de l'hyperactivité, qui ne perdent pas du poids, qui ont des difficultés de perdre du poids, qui ont des érythèmes, des aftes, des ballonnements, des flatulences, alors vous avez besoin du questionnaire en nutrition fonctionnelle que j'ai déjà parlé 1000 fois, que vous allez envoyer à votre patient avant la première consultation. On continue avec tout ce que peut avoir une personne qui a des intolérances alimentaires au gluten, menstruation à volume faible, fissure anale, je vois ça beaucoup, cystite, gonflement des yeux au réveil, poils incarnés, changement du rythme de sommeil, perte d'équilibre, gain de poids, constipation, syndrome du côlon, lymphome, neuropathie, autisme, ça vous savez, il y a pas mal de personnes qui travaillent avec les autistes. Syndrome de Down, je n'ai pas mis là parce que ce n'est pas moi qui a fait cette liste, c'est le American Journal of Gastroenterology. American Journal of Gastroenterology. C'est pas moi. Ça ne veut pas dire que si vous avez le syndrome du côlon irritable, vous êtes allergique au gluten. C'est pas du tout ça. C'est que vous pouvez avoir la suspicion que la personne elle a ce problème-là et ce qui est en train de contribuer aux troubles musculaires, à sa ostéoporose et à sa ostéopénie est l'intolérance au gluten. Ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît. Et le problème, c'est qu'on va constater que ce n'est pas le gluten exactement. Ça peut être d'autres éléments, mais que je ne peux pas vous expliquer
Ça veut dire qu'une personne, on va prendre un exemple, qui est là, je ne sais pas, une fissure anale. La personne qui a une fissure anale, vous pouvez avoir la suspicion qu'elle est là. Mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous allez avoir la suspicion quand le patient a beaucoup de nœuds qui sont dedans. Ça veut dire, elle n'a pas que la fissure anale. Elle a d'autres signes. Elle a difficulté de gain de poids. Je donne des exemples. Une même personne, elle est fatiguée, elle a de la diarrhée, elle a de la dépression, elle a du ballonnement, elle a de la flatulence. Plus la personne a des signes et des symptômes qui sont listés ici, plus de chances elle est intolérante au gluten. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vais répéter. Suspicion. Ça veut dire que parfois, vous allez traiter les choses et la personne va continuer avec des signes et des symptômes, beaucoup moins, mais présents encore, parce qu'elle a une sensibilité à la gliadine. Et parfois, l'examen de l'intolérance au gluten n'est pas aussi efficace comme vous pensez, parce qu'il y a plusieurs types de gluten. C'est pas aussi simple. Quelle est la meilleure façon? C'est pas de faire l'examen, c'est d'enlever le gluten complètement. Si dans un mois, il n'y a pas d'amélioration, c'est pas ça. Mais enlever totalement. Mais c'est pas enlever le gluten du monde entier. On doit penser au gluten si la personne présente d'autres signes qui sont là ensemble. Parce que si la personne a mal de tête, que mal de tête, non. Elle n'a rien d'autre qui montre cette intolérance au gluten. L'intolérance au gluten, elle ne donne pas un signe spécifique. Ça n'existe pas. Le garçon que je vous ai parlé, qui avait le problème du cuir chevelu, il perdait beaucoup de poids, il avait des problèmes d'intestin. Il y a un ensemble. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. Je ne veux pas que vous commencez demain à penser que tout le monde est intolérant au gluten. C'est faux. Absolument faux. Et j'ai dit, naturopathe, vous avez cette habitude. Enlève le gluten, enlève le lait et pense que tout sera résolu. Pas du tout. À bientôt. E vem comigo. Vem comigo.